La croyance veut donc construire de la certitude parce elle est en mal de foi. Je vais essayer de prolonger ce qui se disait lors de la dernière séance, après que quelques questions auront été posées. Et peut-être partir de la différence entre la croyance et la foi. La croyance s'appuie sur un défaut de la foi. Quand le pater et incertus repose sur un fait de parole, n'existe que dans le langage par la parole, il suppose un acte de foi, un pacte avec la parole elle-même. C'est-à-dire que nous sommes enjoints à croire la parole elle-même, sans aucune garantie. La figure du pater incertus, du pater semper incertus, c'est-à-dire que il le sera à chaque fois et pour toujours. Ce père-là sera toujours incertain et tous les pères seront incertains. Cet adage suppose effectivement qu'on fasse confiance à la parole, qu'on s'y fie, qu'on accepte l'absence totale de garantie qui fait sa marque. À l'opposé, ou plutôt en conséquence vient la croyance. La croyance qui, elle, construit de la certitude. Là où la confiance, la foi, est, elle, assise sur une incertitude, sur un doute. C'est bien parce qu'il y a doute qu'il ne peut y avoir que foi. S'il y avait certitude, il n'y aurait ni croyance ni foi. La croyance veut donc construire de la certitude parce qu'elle est en mal de foi. Il y a donc quelque chose d'une absence totale de garantie qui est une forme de sans filet pour notre qualité d'être parlant. Parler, c'est toujours déjà être parlé. Je rappelle que pour la psychanalyse avec Lacan, le sujet parlant est parlé, et c'est par là qu'il s'appréhende. C'est-à-dire que nous ne sommes en tant que sujet que l'effet de la chaîne signifiante dans laquelle nous sommes pris, engagés, dans lesquels les signifiants ne font que nous représenter auprès d'autres signifiants. Cette qualité d'être parlant suppose de notre part une foi en la parole qui est déjà là, qui est toujours déjà là, qui, d'une certaine manière, n'appartient pas à ce monde, qui nous colonise, qui fait notre condition humaine, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire elle est notre lot et en même temps elle est la condition de notre humanisation, c'est-à-dire qu'il nous faut, j'allais dire, la gagner. En réalité, il faut nous laisser gagner par elle, puisque c'est elle qui va nous signifier. Mais il y a toujours dans ce mouvement un acte de foi, un saut sans filet, qui suppose qu'on croit la parole elle-même, qu'on puisse s'y remettre. Croire la parole elle-même, ça veut dire accepter de ne pas enfermer, figer la mobilité du sens
dans des significations arrêtées. Le faire, figer cette mobilité dans des significations arrêtées, ou dans des moments de sens arrêtés que sont les significations, c'est proprement servir le registre de la croyance. Euh, les Romains avaient, enfin en latin, il y avait deux façons de dire la foi, de dire la croyance plutôt. Il y avait credentia, qui était du côté de la croyance, et il y avait fides, qui était du côté de la foi. Et fides est aussi un mot que Lacan a choisi de traduire par parole donnée. La parole donnée repose toujours sur... elle ne repose pas sur un écrit, elle repose sur un acte d'énonciation, un acte qui engage le corps. Quand je dis un écrit, je parle d'un petit acte. Bien sûr que l'écrit est un acte. On parle d'ailleurs des actes notariés, on a vu ça dans une séance passée. Mais la parole engage le corps d'une façon qui lui sera propre, qui dépasse l'énoncé. Il s'agit d'une énonciation. Donc la parole donnée, celle qui engage, celle à laquelle on se tient, ce qu'on peut entendre de bien des façons, on se tient à la parole qu'on donne, c'est-à-dire que c'est elle qui nous tient. Cette parole donnée, c'est aussi la parole qui est toujours déjà là, la parole qui est un donné avec lequel nous devons faire. Nous sommes parlants, nous recevons la parole qui est déjà là, qui va nous minorer, puisqu'elle va nous faire manquant, et par-dessus le marché, nous devons la transmettre. Nous devons la transmettre parce qu'elle est la condition de notre humanisation. C'est une pilule à avaler. C'est-à-dire que nous sommes responsables, nous répondons de quelque chose qui fait notre humanité, que nous n'avons pas choisi, qui nous minore et que nous devons transmettre. C'est un autre sens de la parole donnée, c'est-à-dire de ce qui est là, d'emblée, qui fait notre dette. Nous sommes à la fois responsables de ce lot, de notre qualité de parlant, de la parole que nous devons transmettre, mais elle est aussi notre poids. En allemand, Schuld. Schuld dit à la fois la culpabilité et la dette, avec une notion de poids, de quelque chose à porter. Et il va de soi que cette dette-là est absolument irremboursable. Nous ne pouvons la rembourser qu'en transmettant la parole elle-même, qu'en faisant vivre la parole elle-même, dans ce qu'elle a justement de réel. La parole est un des registres, enfin est quelque chose qui est justement noué des trois registres du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Et c'est à cet impossible que nous sommes contraints. C'est aussi lui qui fait notre qualité d'être parlant. En parlant d'impossible, je voulais revenir aussi sur la différence entre l'impossible et l'impuissance. L'impossible est une propriété logique, c'est-à-dire que c'est une façon d'essayer de cerner quelque chose de réel. Quelque chose de réel, ça veut dire quelque chose dont on ne peut que subir les conséquences. On ne peut que se retourner en disant « Ah, pour qu'on en soit là, il aura fallu qu'il y ait un moment justement réel que je ne peux reconnaître qu'à ses conséquences, puisque le réel est une limite
du symbolique, de ma capacité de dire. Donc je ne peux que reconnaître le réel une fois qu'il est advenu, une fois qu'il est survenu. Parce qu'en général, il fait effraction. Voilà, donc c'est cette dette symbolique qui est une dette à l'endroit de la parole, nous ne pourrons jamais la rembourser puisqu'il n'y a pas de premier matin, il n'y a personne vers qui se retourner chronologiquement pour verser quelque chose qu'on devrait, quelque chose qui serait dû. En revanche, nous pouvons la verser vers l'avant, nous ne pouvons la verser que vers l'avant, c'est-à-dire en continuant de devenir, mais surtout en prenant le risque de parler, puisqu'il n'y a que comme ça que la parole va se perpétuer, et que nous accéderons à notre qualité humaine. Alors ça, c'est un registre dont on ne veut pas beaucoup entendre parler, parce que accepter que nous sommes les sujets de la parole, qui est un déjà-là qui nous colonise d'une certaine manière, et qui fait à la fois notre marque, notre incomplétude, notre manque, et qui est le véritable lieu de notre castration, ce que la psychanalyse appelle la castration, c'est-à-dire que nous sommes à la fois marqués par la parole qui est notre seul média au monde, à ce que nous appelons le monde, qui est déjà une production de notre fantasme. Donc non seulement nous sommes marqués par la parole, mais en plus, cette parole est elle-même incomplète d'une certaine manière. Elle est elle-même manquante. Si bien que cette différence entre impossibilité et impuissance peut se dire de cette façon. L'impossible est une qualité, une propriété logique, une catégorie logique qui va me permettre d'approcher ce qui n'en est du réel. L'impuissance fait au contraire miroiter une possible puissance dont on serait privé et qui serait récupérable, à nouveau accessible. L'impuissance est du côté de notre fantasme, l'impossible est du côté du réel. L'impuissance est du côté du fantasme qui est notre fenêtre sur le réel, mais elle est aussi du côté de la croyance. Il y aurait une puissance à laquelle on pourrait croire. L'impossible, lui, est du côté de la foi. Il y a foi parce qu'il y a un impossible. Ce qui apparaît là aussi, c'est que l'impossible étant du côté de la foi, il y a foi parce qu'il y a impossible. L'impossible, la foi, sont du côté du pater incertus. C'est-à-dire qu'il y a du pater, il y a du père, il y a toujours déjà du père, il y a du père en tant qu'impossible à saisir. C'est-à-dire que on reconnaît qu'il y aura eu du père, toujours rétroactivement, dans le rétroviseur, en se retournant. Mais comme il n'y a pas de premier matin, comme il n'y a aucun père qui n'a jamais été fils, eh bien la qualité de ce qui fait le père est consubstantielle à ce qui fait l'impossible de notre statut d'être parlant, c'est-à-dire à la castration. Il y a donc un père réel, qui est un père impossible à se représenter, qui est l'agent d'une castration qui a toujours déjà été là. Et cette dimension du déjà là, du toujours déjà, c'est en soi une modalité
d'apparition, d'expression, on pourrait dire, de la castration elle-même, de la castration symbolique. Symbolique parce qu'elle a lieu dans le symbolique et par le symbolique, ou plutôt par le symbolique et dans le symbolique, c'est-à-dire par le symbolique du fait que nous sommes des êtres parlants et que la parole nous coupe de nous-mêmes et du monde. Et dans le symbolique, parce que dans le langage lui-même, la parole étant une incorporation du langage, eh bien dans le langage lui-même, il va manquer au moins un signifiant, qui est le signifiant de la jouissance, qui fait que un signifiant qui est une qualité sensible que l'on perçoit va pouvoir signifier à peu près tout. Ce qu'il ne peut pas signifier, c'est lui-même. C'est lui-même, puisqu'il ne peut pas signifier sa propre perception. Donc, la façon dont nous jouissons, dont notre corps est mis en jouissance, disons, par cette qualité sensible. Donc, voilà la castration dans le symbolique lui-même. Ce qui fait que le symbolique, le grand autre, comme l'appelait Lacan, est lui-même frappé d'incomplétude. Il est lui-même manquant. C'est une des raisons pour lesquelles Lacan va l'écrire barré. Le grand autre est barré. Il est lui-même fendu. Cette dimension de la castration, c'est-à-dire ce toujours déjà qui nous marque, qui fait notre marque. On parlait du Père en tant qu'il est justement réel, c'est-à-dire insaisissable, qui n'existe que par cette opération qu'est la castration et qui nous oblige à considérer les choses après coup, insaisissables après coup. C'est-à-dire que nous sommes en dette de quelque chose que nous devons transmettre et qui est pourtant insaisissable puisqu'il n'y a pas de premier matin. C'est ça que nous devons transmettre. C'est que nous sommes devenants en permanence. Mais cette qualité, là on parle du Père, cette qualité concerne également la mère, en tant qu'elle est elle-même, puisqu'elle est parlante, c'est-à-dire qu'elle est toujours déjà symbolisée pour son enfant lui-même. Elle est toujours déjà inaccessible. Sitôt l'enfant sorti du ventre de la mère, la mater est certissima, mais elle est aussi déjà symbolisée. La métaphore paternelle a toujours déjà eu lieu. Et elle a eu lieu aussi pour la mère. Si bien que cet au-delà, cet ailleurs dans la parole de la mère, dont on avait vu sur une autre séance que Lacan l'appelait le nom du Père, c'est-à-dire ce signifiant particulier, cette qualité qui se donne à entendre dans la parole de la mère, qui donne à entendre un ailleurs, c'est-à-dire un ailleurs qui polarise autrement son désir que ce qui se joue entre elle et son enfant, eh bien cet ailleurs a lui aussi toujours déjà été là. C'est bien pour ça qu'on va pouvoir parler de métaphore, c'est que, ayant toujours déjà été là, la mère va l'actualiser en désignant le Père dans le langage, par sa propre parole. Et on vit un temps où la mère, sans parler des mères, mais le registre maternel qui a investi nos sociétés, le registre maternel ne veut pas vraiment du père. Ne veut pas vraiment du père en tant qu'il y a toujours déjà eu du père, en tant qu'il y a toujours déjà et de la précédence, et de l'altérité, et bien sûr, je dirais, de l'autorité, dans le sens où
Le père, c'est aussi celui qui rentre dans la pièce et qui, en même temps qu'il représente les lois du langage et de la parole qui l'ont désigné, il représente aussi, il incarne même une façon de s'y soumettre, d'y être soumis. Et on voit bien que, enfin, il suffit de regarder autour de nous pour voir que nos sociétés n'ont pas du tout, en ce moment, et depuis un petit moment, envie de, de, de se soumettre ni aux lois du langage, ni aux lois de la parole. On est au contraire, là où la psychanalyse nous engage à voir les choses du côté du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, là il s'agit au contraire de baigner dans le registre du signifié et de s'emparer des signifiants pour les soumettre et en faire les instruments de notre jouissance. Ainsi, par exemple, du sujet autodéterminé, qui en fait est un individu. On était passé par là il y a quelques séances. Un individu, c'est celui justement qui n'est pas divisé, c'est-à-dire qui nourrit la croyance d'une possible correspondance avec lui-même, du registre symbolique avec lui-même, qu'il va pouvoir se saisir, se dire dans toute sa complexité et surtout dans sa totalité. Or, justement, le registre de la parole est un registre qui impose une relation, pas toute, avec le monde et avec